Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2023 et nous clôturons l'année avec Olivier et Chloé. Alors Olivier, vous le connaissez déjà, puisqu'il avait participé au podcast au premier semestre 2023 pour nous présenter son projet, plutôt le projet de sa famille, de partir pendant l'été à vélo sur les routes de France et de rallier Mulhouse à l'île de Ré. Et donc c'est un projet qu'ils ont concrétisé cet été. Donc Olivier nous avait présenté ce projet avec sa fille aînée Colline. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir également Chloé, qui est donc la cadette. Chloé a 8 ans et elle accompagne son papa sur cet épisode. Ça fait la suite évidemment du podcast. Donc c'était le podcast 123 dans lequel il nous avait présenté le projet, les envies. Et donc là, c'est la suite et la conclusion puisque ils ont effectivement fait cette grande aventure à vélo. Et donc c'est un peu un épisode feel good parce qu'Olivier et Chloé nous racontent toutes les formidables rencontres qu'ils ont fait sur le parcours et tout ça, ça nous rappelle en vrai que la majorité des gens sont gentils et donc ça fait du bien. Voilà. Juste pour info, je voulais vous dire qu'on a enregistré cet épisode deuxième moitié du mois d'octobre. Donc voilà, comme ça, il y a quelques petits moments, cette info pourra vous être utile pour accrocher les wagons. Et sinon, deuxième info, un petit lexique belge, puisque donc Olivier et Chloé et toute leur petite famille sont belges. Un mobil-home, c'est un camping-car, et une fonte, c'est une sacoche de vélo. Voilà, ça ce sont les petits mots belges que je n'ai pas traduits en direct, les autres sont traduits et devraient vous permettre de tout bien comprendre l'épisode. Je vous laisse avec Olivier et Chloé et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier, bonjour Chloé, merci beaucoup d'être présents une nouvelle fois sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci Floriane, merci à toi, bonjour. Et alors, pour Chloé, c'est la première fois toi que tu es au micro puisque la dernière fois, on avait ta grande sœur Colline. Comment ça va Chloé ? Bien. Bien. Tu vas nous raconter votre grande aventure à vélo ? Oui. Bon allez, c'est parti. Du coup, j'invite tous les auditeurs qui n'auraient pas suivi votre préparation d'aventure à vélo à réécouter l'épisode qu'on avait fait ensemble. Je le mettrai dans la description de l'épisode, évidemment. Vous aurez un petit lien pour le retrouver facilement. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu comment ça s'est passé. C'est 2 mois et demi que vous avez passé à vélo sur les routes de France. Vous allez tout nous raconter. Comme on s'est vu à mi-chemin, en vrai, c'était super sympa. Du coup, j'ai déjà, moi, personnellement, une petite idée de ce que vous allez nous raconter. Mais bon, il restait encore 1 mois de découverte après votre passage chez nous. Donc, vous avez plein de jolies histoires à partager. Ouais, bon, alors, avec plaisir. Tout d'abord, je voulais juste savoir comment ça va, comment s'est passé le retour. Est-ce que le retour à une vie sédentaire avec l'école pour les filles, comment ça s'est passé ? Bien. T'étais contente de rentrer ? Oui. Ouais. T'as retrouvé les copines, les copains, la maîtresse ? Oui, mais la maîtresse, je la connaissais pas encore très bien, mais maintenant, ça a appris à se connaître. Ouais. Et donc, c'était chouette, quoi. Pas trop dur de retrouver un rythme avec une heure à laquelle il faut se lever, rester assis en classe et tout ça ? Un petit peu, mais ça allait. Puisqu'on était quand même toujours assis sur une salle de vélo. Ouais, t'as raison. Oui, écoute, le retour s'est merveilleusement bien passé dans la mesure où on a senti vraiment arriver au bout de l'île de Ré que le voyage était terminé. Et donc, c'est vraiment avec un sentiment d'avoir bouclé la boucle, même si c'était pas une boucle mais une ligne droite, qu'on est rentré en Belgique. Et en plus de ça, on était en contact avec l'école, hein. Donc les filles ont eu des visioconférences plusieurs fois entre chez toi, en effet, et puis la fin de notre parcours.
Ce qui fait qu'il y a eu quand même à un moment donné le besoin de retrouver les copines, parce que quand tu les vois, tu vois la classe, tu vois les 20 enfants là qui sont super mignons, qui posent des questions, bah il y avait quand même un petit peu de vague à l'âme là de la part des filles. Il fallait toujours un peu les récupérer après les visios. Et puis il y avait le travail qui s'accumulait, l'air de rien. Donc ça aussi, même si on a bossé, on en parlera peut-être un peu plus quand je raconterai la troisième partie, même si on a bossé, évidemment, on n'a pas bossé autant qu'un élève qui est assis à son banc du lundi au vendredi de 8h à 15h. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc le retour était magnifique parce que nécessaire et au bon moment. Tu vois, c'était ni trop ni trop peu. Voilà. Ouais, donc parfait quoi. En plus, il pleuvait, donc on n'aurait pas pu rouler plus, puisqu'il pleuvait. À la fin, c'est vrai que les dernières 48 heures, on s'est fait rincer. Et donc, on s'est dit, OK, on a de la chance, de terminer, on était dans un mobil-home, et de ne plus rouler à vélo, parce que là, les conditions ont vraiment changé sur la dernière semaine avant notre retour. Bon, c'était un signe, il était temps. C'est ça, vraiment, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. C'est un peu ce qui nous a accompagnés pendant nos 2 mois, c'est qu'on a été un petit peu... On a inventé notre petit dieu, donc le dieu Coxy, comme c'était le logo de notre Instagram. Et le dieu Coxy nous a accompagnés, vraiment. Et là, le dieu Coxy nous disait, il est temps de rentrer. Bon, génial. Alors, on va repartir un petit peu au début, retracer un tout petit peu votre itinéraire. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans les grandes lignes, un peu les grandes étapes de votre itinéraire ? Oui, très bien. Alors, écoute, on est parti en voiture jusqu'à Mulhouse. On est arrivé à Mulhouse et là, on a eu un premier tiers qui nous a amené jusqu'à Chalon-sur-Saône. De mémoire, ça devait représenter quelque chose comme 450 km. Un premier tiers où ça a été venteux, tempétueux. On a dû vraiment jongler entre les éléments. Mais c'était très sauvage et c'était vraiment un moment... de grande complicité familiale parce qu'on n'a pas croisé grand monde. On pourra en parler. Ensuite, un deuxième tiers, c'était la Loire à vélo. Et donc là, en fait, de Chalon-sur-Saône, on a fait un petit saut en voiture pour passer une partie qui était plus dangereuse pour les enfants. On était essentiellement sur route et en plus, on avait déjà fait pas mal dans ce coin-là. Donc là, on a fait un petit saut, une passerelle jusqu'à Briare. Là, on est vraiment au milieu de la Loire, on va dire. Presque au tout début de la Loire à vélo. Et là, on a parcouru toute la Loire, deuxième tiers, jusque Nantes et un peu au-delà, jusque chez toi. Ça, c'était le deuxième tiers, en effet. Mois d'août, tout le mois d'août. Donc là, changement d'ambiance, évidemment. Beaucoup plus de visites de châteaux, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de rencontres. Donc un mois vraiment qui était social, qui était dans le partage, dans la richesse, dans la découverte, très intense. Et puis un troisième mois qui nous a mené de chez toi, grosso modo, jusqu'à l'île de Ré. Donc là, de nouveau, c'était chaque fois grosso modo 450 km. Et donc là, une descente le long de la côte, merveilleuse, mais peut-être bien la partie la plus difficile. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, parce que même si, donc là vous étiez sur la Vélodyssée, donc oui. Moi vous nous avez rejoint, donc moi j'habite au sud de Nantes, on est à 15 km à peu près de la mer, donc de chez nous vous avez rejoint la mer en ligne droite et puis après vous avez descendu par la Vélodyssée et ce que tu m'avais dit c'est que c'était quand même pas aussi facile que ça de circuler à vélo sur la Vélodyssée, du moins en convoi avec 4 ou 5 vélos, la remorque et tout ça quoi. C'est vraiment ça. Si tu veux un petit topo pour les cyclistes à venir, la première partie, vraiment, elle est très, très roulante. Entre Mulhouse et Chalon-sur-Saône, on est quasiment exclusivement le long d'un canal, le canal Rhône-Rhin, puis le long d'une magnifique rivière très sauvage, le Doubs. Là, on traverse des vallées magnifiques, on arrive vers Baume-les-Dames, c'est splendide, vraiment. Et c'est très facile, c'est très roulant, on a très peu d'obstacles, on a quelques bonnes grosses côtes, parce que l'air de rien, on traverse quand même l'Alsace, mais proportionnellement, c'est peu nombreux. Après, la Loire à vélo, elle est méga roulante, c'est super bien balisé, et là, je dirais que le seul ennemi, c'est parfois le monde, un petit peu quand tu arrives dans les villes un peu plus importantes, comme Chinon, comme Amboise, mais ça va, ça passe, et c'est toujours très large, t'es le long de la Loire. Par contre, en effet, la troisième partie, on s'y attendait pas, mais en fait, la côte, elle est pas plate. Oui. Et dès qu'on arrive au sud de Noirmoutier, on arrive dans des forêts
où la piste cyclable est remarquable. C'est un petit peu de la dolomie, donc vraiment c'est cette brique un peu pilée, mais ça ne fait que monter, descendre. Mais c'est chaque fois 15 mètres de montée, 15 mètres de descente, 15 mètres de montée, 15 mètres de descente, comme ça pendant des kilomètres. Alors, pour un adulte, c'est génial, tu t'amuses, tu slalomes un petit peu, mais en fait, ça casse les jambes. Et donc, quand tu as une remorque, en plus, on avait Isaline, notre dernière, là, 5 ans, qui roulait pas mal à ce moment-là, mais donc à chaque montée, on espérait qu'elle arrive au sommet, à chaque descente, on espérait qu'elle se casse pas la gueule, tu vois, c'était tout le temps comme ça. Donc ça, c'était fatigant. Physiquement, c'était plus fatigant, parce qu'on n'arrivait jamais à avoir un rythme un petit peu continu, stable, c'était sans cesse des accélérations, des décélérations, et puis beaucoup de stops, parce qu'il y a beaucoup de routes qu'on traverse. Tout est très bien balisé, hein, donc c'est vraiment bien foutu, mais l'air de rien, c'est attention, on s'arrête, on traverse un rond-point, on redémarre. Les pistes cyclables sont plus étroites, donc comme tu disais et comme je t'avais dit, nous avec notre remorque à vélo, c'était moins évident. Et l'air de rien, du coup, on a eu un peu plus de moments avec des cyclistes ou des piétons qui étaient moins heureux de nous croiser. Voilà. Alors qu'on n'avait jamais rien eu auparavant. Là, c'est vrai que sur cette dernière partie, on a senti qu'une grande famille à vélo qui prend de la place, qui n'avance pas très vite, qui s'arrête, c'est pas toujours ce qu'on espère sur notre piste cyclable, quoi. Ouais, ok. Donc on a dû faire face à ça. Et du coup, tu l'as un tout petit peu esquissé là, parce que sur cette dernière partie, tu dis que c'était assez dur quand même physiquement, du coup. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous 5 ? Parce que vous avez 2 grandes filles. Donc, Chloé, rappelle-moi ton âge. 8 ans et demi. Tu as 8 ans et demi. Ta grande sœur, elle a quel âge ? Elle a eu 11 ans pendant le voyage. Voilà. Et donc, Isaline, qui a 5 ans, Olivier, tu viens de dire, qui pédalait quand elle le voulait, en fait, puisqu'elle avait place dans la remorque. Quand même, à cet âge-là, vous avez fait à peu près 1300 km, je pense. 1500. Hein. 1500 quand même, voilà. C'est pas rien. Comment ça a été physiquement ? Chloé, comment ça a été pour toi physiquement ? Ça veut dire quoi ? Comme tes jambes. Ouais, est-ce que c'était dur de pédaler ? Parfois, quand on avait le vent de face, avant d'arriver sur le pont de l'île de Ré, on avait un petit chemin caillouteux sur le bord de la mer. Et quand on a démarré sur le bord de la mer, on a tout de suite vu que c'était la mer un peu couleur CCML. Un peu la tempête. Ouais. Le CCML, je sais pas si on appelle ça comme ça en français. En France, c'est du cacolac, c'est du chocolat, du lait chocolaté. Et c'est vrai qu'on est arrivé bord de mer et en fait, le vent de face, c'est mortel. Et on a eu beaucoup de vent de face depuis l'Alsace. Hein. Nous, on s'était dit, on va vers la mer, on aura le vent dans le dos, on va être poussé, ça va descendre. Mais en fait, on a eu beaucoup de vent de face. Et ça, c'était le principal ennemi. Parce qu'il y a eu des sections vraiment où on n'avançait plus. Psychologiquement, c'est pas facile, parce que tu es sur un chemin qui, a priori, est simple, mais malgré tout, tu n'avances pas, tu dois pousser sur tes pédales. Les filles n'ont pas eu facile dans la première partie aussi, parce qu'elles ont fort souffert des yeux. Ah oui. En fait, avec le vent de face, je pense, les poussières, peut-être le pollen, elles ont vraiment eu les yeux secs, les yeux irrités, ce qui est si bien qu'on devait parfois faire des pauses. Et qu'est-ce qu'on faisait, Chloé ? On prenait des compresses de camomille, c'est un thé, et on les mettait sur des compresses, et après on se couchait et on en mettait sur nos yeux. Ouais, comme ça faisait du bien, ça permettait de réhydrater et de reposer un petit peu les yeux, quoi. Après, ceci dit, à partir de 600-700 km, dans les côtes, les filles étaient devant nous. Hein. Elles disent que c'est pas facile, mais je te jure, c'était impressionnant, la puissance qu'elles ont dans les jambes. Moi, je n'arrivais plus à les suivre. Et pourtant, il y a eu quelques grosses côtes aux environs de Saumur, là vers Amboise, Saumur. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont vraiment très difficiles. Et là, les filles, c'était des turbos. Mais c'était inarrêtable. Chloé, elle dit « j'adore les montées. » Bah oui, elle dépassait tout le monde. Quand on avait 700 km dans les pattes, ça commence à tourner, quoi. Ouais. Et pour Sylvie et toi, comment ça a été, du coup, sur la durée ? De faire ces efforts quand même. Oui, alors finalement, les efforts physiques, c'est ce que tu apprivoises le plus facilement. J'ai envie de dire parce que le corps y suit, parce qu'on l'a toujours respecté. On n'a jamais été au-delà de nos limites.
Dans ces grosses côtes, même si on tirait la langue, généralement, les parcours étaient tout à fait accessibles, vraiment. Donc, on n'a pas trop souffert. Par contre, le plus dur, c'est le moral, le psychologique, parce qu'il faut être très organisé. Ce sont des mouvements répétitifs que tu accomplis tous les jours. T'arrives, c'est choisir l'emplacement, monter la tente, décharger les fondes, gonfler les matelas. Penser à la petite lessive si nécessaire, qu'est-ce qu'on va manger, puis hop, le lendemain matin, c'est tout dans le sens inverse. Donc, ça nous prenait 3h30, à mon avis, en moyenne par jour, de faire ça. Et donc, tout cet aspect logistique, mobilisation des enfants aussi, elles ont été extraordinaires. Mais voilà, par moments, évidemment, on devait veiller à leur morale à elles, et donc on devait prendre sur soi. Donc ça nécessite quand même de l'entretien. Donc, ça prend de l'énergie en fait, toutes ces petites choses du quotidien qu'il faut faire en plus, et puis c'est un quotidien un petit peu particulier où tu t'installes ton bivouac chaque soir, et puis après tu remballes, t'es chaque jour dans un nouvel endroit, etc. quoi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ce qui demande le plus de discipline et de patience. En fait, tu cultives la patience dans ces moments-là, t'as pas le choix. Tu dis ok, écoute, ça va au rythme du jour, on ira là où on pourra. On n'avait aucune pression, et ça je pense que c'est quand même un élément très important. C'était qu'on s'était pas fixé de point d'arrivée vraiment définitif. On avait l'île de Ré en ligne de mire, mais sans se dire on doit absolument arriver à l'île de Ré parce que ce jour-là on a réservé quelque chose. C'était un rêve qu'on espérait atteindre, mais si c'était pas le cas, même ma foi, on s'arrêtait sur l'île de Noirmoutier ou même arriver à la côte en amont, c'était bon aussi. Et donc ça nous a vraiment permis de vivre l'aventure au jour le jour sans se mettre de pression. C'était demain, qu'est-ce qui va nous arriver? Et ça, je dois dire que c'est pour moi la plus grande richesse. Enfin, il y en a deux. Il y a les rencontres, on en parlera sûrement. Ouais. Mais de manière individuelle, je sortais d'un travail de directeur adjoint très très prenant. J'avais bossé vraiment jusqu'à la dernière limite. Et en fait, au bout de 2-3 jours sur ton vélo, tu te rends compte que tu ne sais plus rien anticiper. C'est pas possible, parce qu'il y a trop d'imprévus, il y a trop de paramètres qui entrent en compte, et donc l'itinéraire que tu avais imaginé faire, la distance que tu pensais faire, en fait, tu sais pas, tu verras. Et donc, au bout de 3 jours, c'était, en fait, à midi, on verra. Qu'est-ce qu'on mangera? Écoute, on verra ce qu'on trouvera. Et on dort où ce soir? Écoute, il y a 2-3 campings sur la route, on verra. Et en fait, de faire ça, tu as ta charge mentale qui est divisée par 10. Ouais. Et ça nous a accompagnés, mis à part les rencontres qu'on avait, où là, on avait défini des dates, mis à part ces moments-là, cet état d'esprit nous a accompagnés pendant plus de 2 mois. Donc, c'est libérateur, vraiment. Et est-ce que pour les filles, ça a été assez simple, ça? Est-ce que c'était facile pour toi, Chloé, quand papa et maman, ils te disaient, on verra, on sait pas quand est-ce qu'on s'arrête manger, ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on s'arrête dormir, où est-ce qu'on sera? Est-ce que toi, tu avais besoin de savoir? Est-ce que tu trouvais que c'était ennuyeux de jamais rien savoir comme ça à l'avance? Ou est-ce que finalement, c'était plutôt cool? Au début, je savais pas, et donc ça allait parce que j'allais m'habituer, quoi. Mais pour manger le midi, une fois qu'il était 14h, j'en avais un peu marre. Ah oui. Oui, parce que là, vous étiez à l'heure espagnole, du coup. Il y a eu des moments où, en effet, soit c'était un secteur où il n'y avait pas une ombre, par exemple. Ça, on a eu du côté de l'île de Noirmoutier. Là où auparavant, c'est hyper boisé, quand tu arrives dans ces marais salants, tu n'as plus un arbre, tu n'as plus rien. Ouais. Et donc, on a eu des moments où c'était très difficile de s'arrêter. Donc, ou des moments où on n'avait plus rien. Donc, attends, il faut qu'on trouve une boulangerie, il faut qu'on trouve quelque chose. On avait toujours avec nous un minimum de survie. Donc, on n'était jamais en détresse. Mais c'était peut-être pas la bonne baguette avec le bon bout de fromage. Enfin, c'était un peu du système D. On avait des fruits secs, on avait des petits biscuits, des choses comme ça. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça. Il faut le kit de survie pour calmer un peu la faim, le temps de trouver de quoi faire un petit repas. Mais je pose cette question à Chloé parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'enfants qui, pour eux, c'est pas tellement facile, quoi, de se dire, on sait pas. Et puis, la seule réponse que papa et maman peuvent donner, c'est on verra. C'est pas toujours évident de se mettre dans cet état d'esprit, quoi. Donc, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et en fait, en même temps, je l'ai surtout perçu chez Isaline, c'est que tu as un plaisir de la surprise qui apparaît.
Et c'était extraordinaire de voir ça. C'était vraiment, ok, on arrive là, on plante la tente, mais moi, qu'est-ce que je vais découvrir ici? Et il y a toujours des choses à découvrir. Souvent, il y a une plaine de jeux pas loin, il y a une rivière, il y a un arbre, il y a un snack où il y a des glaces, parce que ça, évidemment, les glaces, il y en a eu sur le parcours. Et en fait, et ces petits bonheurs-là, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vraiment ça. C'est pas l'imprévu, mais l'imprévu devient de la surprise. Ouais, c'est ça. Et ça devient magique, du coup. Vraiment fort. Génial. Est-ce que vous aviez plus ou moins une journée type quand même? Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type sur la route? Oui, on en a eu beaucoup, hein, donc globalement, on essayait, on se le réveillait à l'heure à laquelle on se réveillait. Mais spontanément, on va dire que vers 7h45, 8h, il fait vraiment clair, et là, on émerge tous. Et alors là, on avait nos petits rituels. Très vite, les habitudes ont été prises. Donc Sylvie, elle, en général, se chargeait d'empacter les sacoches. Colline et moi, on était plus en mode, on dégonfle les matelas, on range les sacs de couchage, on roule tous les matelas. Chloé et Isaline étaient chaque fois les délégués pour aller chercher le pain, les baguettes. Voilà, Isaline et Chloé, c'est elles qui allaient, on les envoyait aller chercher le pain, aller chercher une brique de lait. Donc c'était chouette aussi ça, hein, cet aspect-là, responsabiliser les jeunes, c'est extraordinaire. Ah mais très clairement, elles ont dû grandir quoi, le temps de ce voyage avec ces petites choses qui n'ont l'air de rien, mais en fait ça change tout par rapport au quotidien qu'on a à la maison quoi. Ouais c'est ça, je pense vraiment oui parce qu'on les a beaucoup autonomisés, fait confiance. Et donc on avait d'abord une première phase où on rangeait un maximum de choses, et puis on prenait le petit-déj et en même temps on repliait la tente. Et donc je te le dis, grosso modo, dans les meilleures journées, on était sur nos vélos à 10h45. Et dans les pires journées, vers la fin, il était pas loin de midi. Ouais. Donc pour te dire comment on a perdu en efficacité. Mais on s'est jamais vraiment mis la pression. On s'est jamais dit, ok, on se réveille avec un réveil parce que demain on a une grosse journée. On a vraiment été attentif au rythme de chacun et aux nuitées, parce que l'air de rien. Tu dors pas aussi bien que dans ton lit, dans ta maison. Hein. Ça, c'est une certitude, malgré la fatigue. Hein. Il y a quand même dans la nuit beaucoup de choses qui se passent. Le cauchemar de lune, le voisin qui rentre un peu tard, la fête au village que t'entends, le feu d'artifice, tu vois, la route qui fait du bruit. Il y a toujours beaucoup de paramètres, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais moi et ma petite sœur, pendant les nuits, moi, je me réveillais, enfin pas vraiment, mais je faisais le somnambule, mais je parlais beaucoup. Et ma petite sœur, elle faisait des cauchemars tous les soirs. Ah ouais? Oui, on a dû composer avec ça. Ouais. Ça s'est atténué, mais voilà, je pense vraiment que ce changement d'habitude, on réveillait des petites peurs nocturnes, tous les petits bruits qui environnent, tout ça, voilà, faut apprivoiser, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour Sylvie et moi, c'est sûr. Bon, ok, alors qui sort de son sac de couchage c'est horrible. C'est horrible. C'est une opération. Puis voilà, on a plus 20 ans, donc t'es sur ta petite paillasse là. Puis il faut chaque fois se lever, il faut enjamber l'autre, tu vois, pour éviter les moustiques parce qu'il y en avait. Donc, mais voilà, ça paraît un scénario catastrophe, mais au final, parce qu'on a respecté notre rythme. Parce qu'on s'est jamais mis de pression, ça n'a jamais vraiment été des grosses contraintes. Vous ne vous êtes pas retrouvé à un moment vraiment fatigué, quoi, avec du coup même plus l'envie de continuer. Enfin, ça n'a jamais été. L'envie de continuer, on l'a toujours eu, toujours. Par contre, la fatigue, on l'a eu. Mais alors dans ces moments-là, dans les moments où vraiment on sentait que là on arrivait dans une zone rouge, ce qu'on a fait à 2 ou 3 reprises maximum, c'est qu'on a loué un Airbnb. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que on en a parfois réservé. Tu en as la preuve chez toi. La météo était tellement changeante, on savait vraiment pas ce qu'on allait pouvoir faire. Et en fait, on l'a réservé quelques heures avant. Ça pose aucun problème. On trouve facilement. Et donc ça, c'était nos petites bouées en se disant, voilà, en cas de pépin, si besoin, on s'accorde une nuitée dans un Airbnb. Ça nous permet de ne pas monter, démonter. Ça nous permet d'avoir une chambre, un peu de commodité. C'est ça. Il suffit de ça. Et puis on était reparti. Bon, nickel. Et après, du coup, si on continue la journée type, donc tu dis vers 10h45, 11h, vous enfourchez vos vélos. J'imagine que vous roulez beaucoup.
Bah oui, beaucoup, il est à peu près 11 heures. Ouais. Donc on essaie de rouler 2 heures et en général c'est la partie où on essaie de faire rouler Isaline. Si elle est motivée et si la piste le permet, parce qu'Isaline n'est pas encore assez franche que pour rouler dans des parties dangereuses. Mais en général, ça c'est voilà, elle faisait 10-15 km avec nous, c'était sa moyenne par jour. Pas mal, hein. Donc oui, chouette, franchement, Ouais. Ça poussait sur les pédales. Hein. Une fois, elle en a fait 19. 19 le record, tu vois, c'est bien. Ouais. Moi, je suis hyper impressionnée par ça. Hein. Moi, qui suis pas très cycliste, hein, on va pas se mentir. Je suis toujours hyper impressionnée quand j'entends des histoires de familles qui voyagent à vélo. Les enfants sont absolument épatants. Je me dis 10-15 kilomètres à vélo quand on a 5 ans, c'est quand même pas rien, quoi. Non, mais tu l'as dit, les enfants sont épatants. Vraiment, ça, c'est à retenir pour quiconque veut faire une aventure. Les enfants, ils s'adaptent, les enfants, ils apprécient. Dès l'instant, je pense, où tu leur fournis un minimum de sécurité et de confiance, tout passe. Et puis arrive la surprise dont j'ai parlé, les rencontres qui étaient magiques pour les enfants. Et donc voilà, donc on roulait 2 heures, grosso modo. Puis on faisait la petite pause pique-nique. Y a plein d'endroits qui s'y prêtent en France. Hein, ça, c'est magnifique. Hein. Maintenant, ces itinéraires, il y a des bancs, il y a des tables, il y a des zones prévues. On a même eu des zones où tu pouvais même recharger, parce que Sylvie était en vélo électrique. Ça, il faut quand même le dire. Sinon, elle aurait été incapable d'avancer tellement elle avait du poids. Oui, parce que Sylvie avait la carriole, quoi. Elle avait la carriole bien chargée, en effet, sur laquelle on posait le vélo d'Isaline quand elle ne roulait pas. Ouais. Et moi, j'avais Isaline sur le siège alors derrière moi, en plus d'une 3e roue chargée de fonte. Et donc, et alors l'après-midi, en général, c'est là qu'on faisait notre sprint un peu, parce que du coup, Isaline montait sur mon siège, et les grandes, elles savent bien pousser sur les pédales. Et donc, on essayait dans cette partie-là, on avait un petit rituel, hein, Chloé ? Qu'est-ce qu'on faisait pour se mettre de la motivation après le repas de midi ? J'avais un baffle dans ma pochette avant, et on écoutait de la musique. Parce qu'avant de partir en voyage, on avait fait une sorte de clé USB sur le téléphone de papa, et ça continue. Voilà, on mettait la musique à fond, Floriane. Génial. Et donc ça mettait la patate, et donc on fonçait, on dansait presque sur nos vélos, et voilà. Et en fait, on n'imagine pas, mais ça passe vite. Hein. On roulait en moyenne, je dirais, 35-40 km, c'était la moyenne. 35-40 km, en partant comme ça à l'heure à laquelle je t'ai dit, vers 16h30, grosso modo, on arrive à destination. Et ça, c'était très confortable. Parce que les quelques jours où on a dépassé les 50, en fait, t'arrives, il est 18h, 18h30, t'es claqué et tu profites de rien. Tu montes ta tente, t'en peux plus. Et donc là, au moins, en arrivant à 16h30, tout l'après, tu le fais dans de bonnes conditions aussi. Donc ça, on s'est dit, ok, là, on retient la leçon des quelques étapes qu'on a fait en première partie un peu longue. C'était pas ok pour personne, en fait. Et comment vous avez intégré du coup les rencontres ? Donc avec Colline, vous nous aviez expliqué quand même dans le premier épisode que vous aviez un peu préparé aussi des rencontres, des choses à visiter en amont. Et puis après, vous vous êtes laissé porter et puis c'est venu agrémenter votre parcours au fur et à mesure. Du coup, à quel moment de cette journée-là, quand est-ce qu'on visite le château d'Amboise ? Quand est-ce qu'on rencontre telle ou telle personne ? Quand est-ce qu'on passe du temps de qualité avec des gens ? Oui, je dirais que ça a vraiment été notre driver, hein, vu que en effet, on avait pris certains contacts avant de partir et de manière merveilleuse, on a eu des retours dans une juste proportion. Donc, je dirais qu'on a fait 7 moments de rencontre sur l'ensemble du voyage qui étaient organisés, prévus. Et donc, on savait, ok, on sait que dans 3 jours, on doit être à tel endroit pour rencontrer telle ferme, par exemple, ou tel restaurateur. Ok, alors maintenant qu'on est ici, à la vitesse à laquelle on va et dans les proportions les plus raisonnables, ça nous laisse le temps de visiter un château en passant ou pas, parce qu'on a toujours évidemment choisi l'option sécurité, à savoir, admettons qu'il fallait faire 80 km, on se disait on va le faire en 3 jours. Et si c'était en 2, tant mieux, tu vois. Mais on se disait pas, ok, d'office on va faire 2 fois 40 parce que s'il y a un souci. Donc on a vraiment fonctionné comme ça. Et en effet, on s'était dit à plusieurs moments,
on avait calculé le nombre de jours afin de nous donner du temps. Ouais. Et donc, il y a aussi des moments un peu coup de cœur où on s'est dit, ok, non mais là, on s'arrête. Là, on est bien. Là, c'est un chouette camping, on va y passer une nuit de plus. Le petit village, il est sympa, on a besoin de se reposer. Ben voilà, on reste de nuit. Donc, on a pas mal fonctionné comme ça aussi quand on y arrivait. Donc, ça a vraiment été à géométrie variable tout le temps, mais c'était génial quoi, de pouvoir fonctionner comme ça, tout en gardant un peu en ligne de mire. Attention, pas oublier que le 26 août, on doit être à tel endroit. Ça, c'était le seul moment où il fallait qu'on contrôle un peu nos kilomètres. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager là quelques rencontres un peu coup de cœur des personnes ou des moments que vous avez vécus qui ont un peu marqué l'aventure? Oui, donc on a eu vraiment, toutes nos rencontres ont été exceptionnelles parce que évidemment le bonheur quand on fait ça, Florian, c'est qu'on se rend compte les gens sont d'une générosité extraordinaire. Ceux qui nous ont accueillis, bien entendu, mais aussi tous les imprévus, parce qu'il y en a eu plein. Je te raconte notre première nuit, parce qu'il faut quand même la raconter, c'est là pour te dire dans quelles conditions on est parti. Je vois le petit sourire de Chloé. Chloé est bien concernée, en effet. Parce qu'on part, tout va bien, de Mulhouse, on est le long du canal, c'est très sympa. Et en fait, dans le guide Eurovélo 6, il te conseille vraiment un immanquable. Faites ce petit crochet ça s'appelait le Sundgau, je pense, c'est l'Alsace un peu profonde. Et ça te fait un petit crochet où tu quittes le canal, tu es un petit peu dans l'Alsace profonde, et ensuite tu rejoins le canal. Je dis à Sylvie, ça semble vraiment être un immanquable, faut qu'on le fasse. Oui, mais c'est l'Alsace. Et l'Alsace, ça monte et ça descend. Et donc, après 2 kilomètres en dehors du canal, on était dans des énormes montées. Et nous, on avait fait 20 kilomètres. Donc, on venait de démarrer, on était à peu près nulle part. 30 kilomètres un peu plus tard, on va dire quelques kilomètres plus tard, Chloé a le bonheur de se faire piquer. Par une guêpe dans le nez. Par une guêpe dans le nez. Ouh. Donc, dans une grosse descente, cri gigantesque, tu vois, on se dit ça, c'est déjà la catastrophe. Ça fait une demi-journée qu'on roule, quoi. On se calme, ça a l'air d'aller, on reprend le parcours, mais c'était interminable. On avait des montées monstrueuses. Et on se dit, ça, on va jamais s'en sortir. Et dans la dernière montée, Sylvie pousse Chloé, mais on n'a pas encore bien les habitudes ni les poids. Ouais. En fait, Chloé dévie et tombe Dans les orties. Mais vraiment dans les orties. C'était un champ d'orties, elle était couchée dans les orties. Aïe. Ah ouais, je te dis pas. Là, ici, jusqu'au pied. Oh là là. On l'a aspergée avec nos gourdes. Enfin, vraiment, c'était compliqué, quoi. Et en fait, cette journée-là, c'était la seule journée où il n'y avait pas de camping dans le coin. Donc, j'avais repéré un site qui permettait de dormir dans les jardins des habitants. Et quand on arrive dans le jardin renseigné, il s'avère que c'est en fait un dépotoir. Ça n'a plus été fauché depuis plusieurs mois, donc on a des ronces et des orties qui nous arrivent. Moi, elle m'arrivait là. Ouais, enfin moi ça m'arrive là. Donc toi tu montres jusqu'à ton cou là, Chloé. Jusqu'au cou de Chloé, mais sans rire. Il y avait des carcasses de voitures, il y avait des bouts de vitres par terre. Oh oui. C'était horrible. Ouais. Et en fait, le voisin juste en face à qui j'avais demandé mon chemin, nous voit et vient nous voir, nous dit écoutez, si vous voulez, ça c'est mon verger, juste en face, vous pouvez aller planter votre tente là. Nous on dit oui, avec plaisir monsieur. Le temps qu'on déplace nos vélos pour aller jusqu'au verger, lui il avait été demandé à sa femme si on pouvait dormir chez eux. Et donc en fait il a dit non, venez, pas au verger, venez chez nous, dans notre jardin. Et donc ils nous ont accueillis dans leur jardin qui entre eux était magnifique par rapport au dépotoir. Et de fil en aiguille on a fait connaissance et donc ils avaient venu manger à la maison. Le lendemain matin, on a pris le petit-déj avec eux. Ils avaient fait du cacao pour les enfants. Ils avaient acheté des brioches. Et tu vois, comme quelque chose d'a priori cauchemardesque pour une première journée, parce que c'était un peu le cas quand même, est devenu en fait un démarrage magnifique. C'était cette magie-là qui nous a vraiment fait vibrer pendant les 2 mois, parce qu'on a eu ça, mais tout le temps. Ça n'a jamais cessé. Je peux t'en raconter plein des comme ça. Beaucoup, hein. Je t'en raconte une deuxième. Parce que ouais. Je bois tes paroles. Il y en a une vraiment trop mignonne et Chloé étant l'instigatrice, en plus, ça va lui faire plaisir. Voilà qu'on est sur une aire de pique-nique à hauteur de Chaumont-sur-Loire. Et c'est un super bel endroit avec plein de tables. On pique-nique et tout à coup,
À la table à côté, une madame, à peu près 65 ans, fait « Ah, bonjour Chloé !» Nous, on se retourne, on la connaît pas. On la connaît pas. Et Chloé dit « Oui, oui, je sais plus, c'est Fabienne, on a papoté la veille au camping. » Parce que Chloé aime bien aller vers les gens. Et en fait, le plaisir de Chloé, le soir, c'était quoi ta tâche ? Qu'est-ce que tu aimais bien faire ? J'adorais faire la vaisselle. Elle aimait bien faire la vaisselle. Parce qu'en fait, je rencontrais beaucoup de personnes et ça m'amusait. Et donc, elle papotait avec les gens qui faisaient la vaisselle. Elle aimait bien ça. Génial. Et donc, la veille, elle avait rencontré Fabienne. Et Fabienne, donc papote, très gentille, elle dit « Ah, vous allez où ? Ben, nous, on a prévu d'aller à Amboise. Ah, nous aussi, c'est super. Est-ce que vous avez réservé ?» nous dit Fabienne. Je dis « Non, nous, on n'a jamais réservé. Hein. On sait qu'il y a de la place. » « Ouh là là, mais là, on est le 15 août. » C'était le 15 août. Je te conseille d'appeler, quoi. Je téléphone et en effet, le camping est complet. Je dis « Bon, bah, tant pis, nous, on va rester ici. À Chaumont, il y a aussi un camping. On n'ira pas plus loin. » Non. Attends. Mon fils est déjà au camping. Je l'appelle. On va voir ce qu'on peut faire. Et donc, elle a téléphoné à son fils qui est allé à la réception, qui a un petit peu poussé des coudes, qui a réservé un emplacement pour nous, à savoir des gens qu'il ne connaît absolument pas, qu'il n'a jamais vus. Tu vois ? Sauf Chloé. Mais voilà, c'était la famille de Chloé. C'est ça. Et donc 5 minutes après, voilà, c'est payé. Vous avez tel emplacement. Voici votre code d'accès. Rendez-vous ce soir pour l'apéro. Et donc, magnifique. Et le soir, on les a retrouvés. C'était exceptionnel. Tu vois ? Et ça, je ne te parle que de rencontres improvisées. Ouais. Évidemment, toutes nos rencontres qu'on avait prévues. Et c'était grâce à moi. Cette rencontre-là, c'était grâce à toi. Parce que par la suite, ils nous ont en plus réinvités chez eux à prendre l'apéro à Saumur. Enfin, voilà, exceptionnel. Ouais, c'est vraiment super sympa, quoi. Ça fait des beaux souvenirs, ça marque, c'est sûr, un voyage. Ça donne une couleur aussi à votre parcours qui n'est pas juste, du coup, de la souffrance sur votre vélo, puisque moi, je vois ça comme de la souffrance, autant de kilomètres. Et du coup, en fait, ça a l'air magnifique, quoi. Ça donne hyper envie. Et j'ai envie de dire aussi à tous les enfants qui font du camping en famille et qui sont saoulés par les corvées de vaisselle, allez faire la vaisselle, vous allez rencontrer plein de gens et c'est super chouette. Exactement, mais oui, vraiment, c'était beau de voir Chloé ainsi profiter de ces moments-là. Et à un moment, dans un camping, il y avait des jeunes qui faisaient toute la vaisselle et il y a un garçon qui a demandé de l'aide si je pouvais l'aider parce qu'il était tout seul pour une grosse vaisselle. Et alors, je l'ai aidé. Ah ben, c'est trop mignon, ça. J'apprends. Voilà, donc dans les rencontres improvisées, on en a eu, alors encore une trop mignonne, je te la raconte parce qu'elle est vraiment trop mignonne, je l'ai en tête. L'île de Noirmoutier a été compliquée pour nous parce qu'il faisait très chaud, vraiment. Ouais. On était dans un camping où il y avait plein de moustiques, on se faisait dévorer par les moustiques et en plus de ça, il y avait eu une tempête quelques mois auparavant qui avait amené des algues sur les rivages et ces algues pourrissait sur le rivage depuis des mois. Et en fait, selon le vent et selon la marée, ces odeurs t'arrivaient. Mais Floriane, c'était insupportable, une odeur insupportable. Donc nous qui espérions enfin les îles, tu vois, le bonheur, on s'est en plus, vous avez vendu l'île de Noirmoutier à fond, c'est tellement joli, j'adore cet endroit. Alors l'île est superbe, mais c'est vrai qu'on l'a visitée dans des mauvaises conditions. Parce qu'il faisait chaud, parce qu'il y avait plein de monde, parce qu'il y avait une marée exceptionnelle, et du coup, tout le monde venait pour la pêche à la palourde, parce qu'il y avait ces moustiques, parce qu'il y avait ces odeurs. Mais voilà qu'à côté de chez nous, il y a un monsieur dans une caravane qui vient à nous et qui nous dit « Vous êtes belge, avec votre accent. » En effet. Écoutez, ma caravane, c'est votre caravane. Voilà. Voilà où est la table, les chaises, le frigo, l'espace intérieur. Vraiment, vous faites comme chez vous. Moi, j'adore partager. Et donc, ce monsieur nous a ouvert ses portes. Le matin, Floriane, quand je me réveillais, j'avais un thermos de café devant ma tante. Il faisait un café, il lui partait travailler et il déposait un thermos devant notre tante pour qu'on prenne un café. Avec un petit mot, et puis on allait voir un endroit et il nous conseillait des chemins pour ne pas qu'on se mette sur les routes et il nous disait qu'il y avait marché, il nous conseillait plein d'endroits mais aussi. Donc, génial. Magnifique. Et les autres voisins de l'autre côté, c'était un couple de personnes âgées en mobil-home, parce qu'il y a beaucoup ça, sur le mois de septembre, on devient vraiment des ovnis, à être en tente, en famille.
on était observés, mais qui sont ces jeunes qui ne sont pas à l'école. Je ne te dis pas le nombre de fois qu'on a répété ce qu'on faisait durant le mois de septembre. Et en fait, ce couple s'est intéressé à nous, parce que c'était atypique. Du coup, tout le camping nous connaissait. Et alors, le plus drôle, c'est que nous étions sur l'île de Noirmoutier, et 2 semaines après, sur l'île de Ré, ce couple de personnes âgées était avec leur mobil-home au phare des Baleines, à savoir notre point de destination, pour nous accueillir et pour nous féliciter. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ils nous ont dit applaudis, ils nous ont filmé quand on arrivait. Ah mais c'est génial ça. Ouais. Donc la fin de vraiment votre point d'arrivée, du coup vous étiez au bout de l'île de Ré, qui était un petit peu l'objectif final, peu rêvé, et donc vous aviez un comité d'accueil quoi. C'est ça, généreux, gratuit, juste pour le plaisir du partage. Donc voilà, juste quelques anecdotes. Je trouve ça chouette de les raconter parce que on n'a pas forcément ça en tête, ou pas forcément ça en tête si près de chez soi. Ouais. On a été époustouflés par l'accueil. Oui, il y en a plein. Chloé m'en glisse encore à l'oreille, mais l'accueil et la générosité des gens, surtout quand, moi je trouve ça extraordinaire, on ne se connaît pas. Ouais. On ne se connaît pas. Et bienvenue chez nous, bienvenue dans notre caravane. Venez dormir à la maison. Ça, forcément, c'est magnifique, quoi. Magnifique. Et à un moment, dans un autre camping, on a dans une piscine, il y a une grande qui est venue vers nous et elle nous a demandé si on voulait jouer avec elle, où est-ce qu'on habitait. Et on a dit en Belgique et près de Cour-Saint-Étienne. Et la fille, elle nous a dit moi aussi j'habite en Belgique près de Namur. Et sa maman, et on s'est invités à manger le déjeuner ensemble. Et cette fille s'appelait Manon. Et maman a dit qu'on pourra s'inviter chez nous. Ah c'est super chouette du coup. Le bonheur des rencontres, tu vois, ces rencontres. Ouais. Et les enfants sont évidemment des magnifiques ambassadeurs. Hein. Ouais. Dire ça, c'est cadeau d'avoir des enfants. Et c'était donc la raison pour laquelle on voulait le faire en France, pour avoir cette fluidité dans les rencontres. Oui, dans les échanges, de parler la même langue. Exactement, voilà, que ce soit... Et puis des échanges profonds, du coup. Parce que c'est ce qu'on a pu vraiment avoir avec les personnes qu'on rencontrait. C'était pas juste « Bonjour, comment tu t'appelles, tu vas où ?» Dès l'instant où on mange ensemble, où on nous invite à dormir, on a eu des échanges vraiment profonds, intenses avec les gens. Et ça, c'est magnifique. Bon, après, je dois dire que vos 3 filles, déjà, elles sont adorables. Vous avez passé une nuit à la maison. Elles se sont super bien entendues avec mes 2 affreux à la maison. C'était vraiment super chouette. Et mais les 3, elles sont... vous n'êtes pas timides, les filles. C'est vrai que vous allez facilement parler aux gens. Moi, j'ai trouvé, même aux adultes, et c'est génial, quoi, parce que vous avez fait des belles rencontres aussi grâce aux filles qui, comme tu as raconté, Fabienne, l'histoire là entre Chaumont et Amboise, c'est parce que Chloé, elle parle à une gentille madame qui fait la vaisselle à côté d'elle. La dame a 65 ans, c'est pas grave. Ça va au-delà de juste jouer avec des enfants de son âge à l'air de jeu, quoi. Et c'est magnifique, quoi. Ouais. C'est ça, mais ça, je crois que l'aventure s'y prête, et je pense que tous les enfants ont cette disposition, et ça se crée, ça se nourrit, c'est pas automatique, mais ça vient avec le temps. Chloé, elle a ça en elle, c'est vrai, mais il n'empêche que on a bien vu tous les enfants qu'on a rencontrés, du plus timide au plus extraverti, si tu prends ce temps-là, on a vraiment eu des partages extraordinaires. Et ce que je trouve aussi magnifique, c'est que, tu vois, j'en discutais avec d'autres voyageurs là sur Instagram récemment, vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, où on a de nouveau, est-ce qu'on l'a vraiment quitté, je sais pas, mais on est de nouveau en train d'entrer dans une période de méfiance à l'égard de l'étranger, à l'égard de l'autre. Ah, mais qu'est-ce qui me veut celui-là, et nanani. C'est vraiment pas un climat, je trouve, dans le monde et en France encore moins. Peut-être qu'en Belgique c'est un tout petit peu non, même pas. Avec ce qui vient de se passer en Belgique là, ça doit être très dur aussi. Et on est dans un climat comme ça, un peu de défiance les uns envers les autres. Et finalement là, les histoires que vous racontez, ça montre que en fait l'humain est quand même profondément gentil, bon, et qu'on peut faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Et faut pas voir le mal partout, quoi. Et je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien, ce genre d'histoire.
en ce moment. C'est super que tu racontes ça parce que c'est sans doute la raison pour laquelle on est revenu avec une énergie incroyable. Et pour rebondir sur les rencontres qu'on avait planifiées, on a vraiment ressenti ça très très fort parce qu'en effet, on a eu des rencontres avec des personnes qui se sentaient investies d'une mission de vie pour contribuer au bien-être de la planète, en gros. Hein. Et donc, on a vu un couple, par exemple, à Besançon, qui lutte pour transformer la ville en une ville zéro déchet, qui était plein de rêves, vraiment. Et tu sens que c'est dur, mais ça s'accroche. Et au travers de petites initiatives, tu sens que la sauce prend. Et on a été accueillis, on a eu vraiment 3-4 rencontres vraiment marquantes, notamment quand on était à Mont-Louis, où là, on a été accueillis dans une famille remarquable. C'était chez Ansel. Où là, le monsieur, il est à la fois viticulteur et agriculteur. Donc, t'imagines un peu la charge de travail. Hein. Et il essaye de faire ça dans le respect de la nature, dans le respect de la terre et des sols. Et tu sens que c'est un combat au quotidien. Son épouse essaye de faire fonctionner une petite association qui essaye de dépoussiérer les mauvaises habitudes, comme elle disait. Et chez eux, par exemple, on est arrivé, on se connaissait pas. On a dormi 2 nuits chez eux. Le premier réveil, ils étaient partis travailler. Et donc, toi, tu te retrouves chez des gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, et tu te dis, voilà, vous faites comme chez vous. On revient ce soir. Et ça, moi, j'en reste encore scotché, quoi. Ouais. Cette confiance. Avec l'enfant, il y avait la plus jeune, et elle était dans un stage, et il y avait une plus grande, et le garçon du milieu, on lui a demandé s'il voulait venir avec nous dans un château, faire la visite. On a demandé à la plus grande, et elle allait lui donner de l'argent pour payer sa place. Et nous, on a dit non, on va payer sa place. Oui, voilà, on a passé la journée avec ce garçon extraordinaire, tu vois. Ah ouais, génial. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de générosité, vous nous aviez expliqué avec Colline que vous espériez aussi pouvoir lever des fonds pour une bonne cause pour l'école des filles. Est-ce que ce projet, du coup, a vu le jour? Vous avez... Oui, on les a reçus ce matin. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu ce matin? Les nichoirs connectés. Ouais. Les nichoirs connectés. Oui, donc en effet, pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast, une source de motivation pour les filles à faire ce voyage et à prendre sur la rentrée scolaire, c'était de rouler pour un petit objectif lié à l'école. Et donc, on a construit un petit parrainage tout mignon. Hein. À la base, en tout cas, ça se voulait tout mignon, juste pour dire, voilà, on ne fait pas juste que prolonger nos vacances. Derrière ça, il y a des valeurs fortes de partage et aussi de connexion à la nature. Et donc ici, dans l'école des enfants, il y a un nouveau jardin pédagogique. Et donc, très vite, mon aîné, qui apprécie beaucoup la nature et les documentaires sur la nature, se dit, mais on va peut-être essayer de rouler pour avoir des nichoirs connectés. Donc, des nichoirs avec une petite caméra et pour suivre les oiseaux. Qui filme l'intérieur quand le bébé naît, quand elle pond, quand elle donne à manger. Et c'est connecté aux ordinateurs, aux tablettes, au téléphone, aux tableaux interactifs. Et on les a reçus ce matin, Floriane. Ah, génial. Donc, c'est lancé avec la directrice et donc on les a commandés, on les a reçus ce matin. Donc, c'est génial. Voilà. Encore une belle concrétisation, un petit plus quand même pour ce beau voyage, quoi. Ouais, bah du coup, c'est une action concrète finalement. Ça rend vraiment votre aventure avec, comme tu dis, un objectif qui va un peu plus loin que juste prolonger des vacances en fait. Ouais. Et donc ça donne du sens et puis c'est super chouette. Les filles intègrent complètement le sujet, le message et tout ça puisque ça va être dans leur école. C'est une idée de Colline. Donc c'est vraiment chouette, ouais. C'est vraiment ça, c'était vraiment ça l'objectif, et puis de revenir aussi avec toute une série d'apprentissages qu'on a pu avoir, et ils ont été hyper nombreux sur la route, hein, à commencer par la générosité, mais quand on a visité les visites qu'on a fait, évidemment les châteaux de la Loire, les quelques musées à gauche et à droite, on a essayé d'éveiller les enfants aussi à tout ce patrimoine qui est remarquable, donc ça faisait partie du jeu. Et je voulais quand même te parler encore de chouettes rencontres qu'on a eues parce qu'il y en a encore certaines qui sont marquantes. Je sais pas, je voulais parler moi en fait en lien avec ton podcast parce que c'est aussi génial.
il y a une auditrice qui t'a écouté, qui nous a écoutés, et qui a trouvé vraiment notre projet magnifique. Et donc, juste en écoutant le podcast, qui nous a invités chez elle. Donc, de nouveau, là, on se connaissait encore moins que, je dirais, les personnes qu'on a rencontrées sur la route, avec qui j'avais un échange téléphonique. Et donc, vraiment, c'était simplement un élan du cœur. Voilà, venez à la maison. Donc là, on a fait un crochet, parce que c'était pas totalement sur notre ligne. Et on a fait un crochet jusque chez elle, parce que c'était tellement beau et généreux que c'était une rencontre inestimable. Et donc là, on y a passé 2 jours. On a encore rencontré une famille extraordinaire, avec qui d'ailleurs on a encore des petits contacts. On essaie d'un petit peu entretenir ça de loin en loin. Et voilà, donc ça c'est encore un moment magnifique. Et juste avant ça, je voulais aussi te parler des jardins de l'avenir. Encore un endroit qu'on a rencontré. Parce que derrière cette rencontre-là, ça c'est un maraîcher bio. En fait, on fait de l'autocueillette. Et ensuite, ils ont un magasin bio et ils viennent de créer un restaurant bio. Donc, il y a vraiment un circuit vertueux là qui s'est créé. Et on a été très touchés par cette rencontre. D'une part, parce qu'une fois de plus, on nous a dit non, plantez pas votre tente, venez, on a une chambre pour vous. Donc là, on est toujours méga surpris. Et quand il pleut, il y a une gouttière qui met de l'eau dans des sortes de pots, et puis il y a un autre pot, et ça fait une sorte de musique. Oui, c'est des gouttières japonaises, comme ça qu'ils avaient chez eux, et donc l'eau ruisselle, c'était assez joli. Mais en fait, ce que je voulais dire à travers cette rencontre-là, notamment, mais aussi le viticulteur, c'est que quand on croit puissamment à un rêve tel que le leur, en fait, il faut vraiment s'accrocher. Ça, je me suis rendu compte. Ça fonctionne, mais c'est pas gratuit. Il faut en connaître le prix. Et ces gens-là, ils sont d'un investissement incroyable, d'une énergie débordante, d'une confiance aussi. C'est vraiment inspirant, quoi, de rencontrer des gens comme ça. On y croit, on y va, et ce qu'on fait est remarquable, mais il faut y mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, mais tu sais, ça me fait penser, du coup, c'est un petit peu plus modeste et parfois je me dis c'est un peu plus futile, mais pour toutes ces familles, tous ces gens qui rêvent de voyager et qui se disent, nous on peut pas parce que on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas ceci. En fait, si vous avez un rêve, faites en sorte de le réaliser. En fait, on a en notre possession la capacité le pouvoir de changer les choses, de faire, alors chacun à son niveau évidemment, mais si vous avez un rêve, faites en sorte qu'il se réalise parce que c'est entre vos mains en fait. Et donc, complètement, vraiment, et j'ai envie de dire ça à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment à la portée de tout le monde, vraiment, parce que nous, on s'est jamais entraîné pour ça. Voilà, on est une famille tout à fait lambda. On s'est juste dit, on va le faire sans pression, à notre rythme, et en écoutant les valeurs qui sont les nôtres. Et ça fonctionnera. Et si ça fonctionne pas, tant pis, la voiture elle est pas loin et ce sera autre chose. Ouais. Et j'ai envie aussi de rajouter un petit élément, c'est qu'on a compté nos finances tout au long du parcours pour avoir une idée. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que au final, de manière quotidienne, on a dépensé moins d'argent que dans notre vie du quotidien ici. En fait, on dépense moins d'argent parce que forcément, on n'achète aucun extra, on est sous tente, une fois de temps en temps, on paye pas nos nuits. Et donc, c'est même pas une question de budget. Il y a tout à fait moyen de vivre des aventures. Nous, c'était des vélos, c'était des fontes. Et puis après, c'était des carottes, des paquets de pâtes, les baguettes qu'on achetait sur la route et les glaces. Parce que oui, les glaces, ça, forcément. Évidemment, donc ça, c'est un incontournable. Surtout que vous avez roulé aussi à des périodes assez chaudes parce que le mois de septembre a été un peu en dents de scie, mais on a connu des fortes chaleurs. Donc, on a tout eu, les glaces, vraiment. C'est obligé, ça fait avancer les enfants aussi. Ah oui, pas que les enfants, tu sais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, tu me mets sur un vélo, je peux te dire que la glace, dans 10 km, elle me fait avancer. Oui, sinon ça marche pour tout le monde. C'était bien nécessaire. Mais c'est vrai qu'on a eu un été, on a rarement eu des bonnes conditions. Tu vois, pas de vent, 25 degrés, un peu d'ombre. C'était plutôt rare. Ouais. On a souvent eu des canicules, du vent de face, ou mois de juillet, la fin juillet, la peur de l'orage qui va nous tomber dessus. On s'abritait dans les lavoirs, tu vois, pour le temps que le nuage passe. Mais de nouveau, sans inquiétude, parce que, au pire, qu'est-ce qui nous arrive ? Au pire, on est mouillé. Oui. Au pire.
Donc, on a vraiment jamais eu de gros stress, à aucun moment. Et du coup, est-ce que vous avez déjà une prochaine aventure en tête ? Coxy à pied. Coxy à pied. Coxy à pied. Écoute, si tu me titilles, moi je te dirais que oui, en effet, moi je verrais bien la montagne l'année prochaine. Ouais. À pied. Je verrais bien la montagne et puis voir ce qu'on peut faire. Mais là, on est plutôt dans une phase maintenant réatterrissage total. Ça y est, ça fait à peine quelques jours que les filles sont bien à flot au niveau de l'école et que le rythme a repris. Moi, je reprends le boulot le 6 novembre. Donc, ce qui était aussi précieux, j'avais un congé sur le mois d'octobre qui nous a permis de revenir en douceur. Oui, alors que Sylvie, elle a repris le travail aussi quasiment directement. Ouais, c'est ça. Elle a eu une semaine quand même avant de redémarrer, mais après elle a repris. Et donc ça permettait aussi d'un point de vue équilibre familial de faire les choses dans de bonnes conditions. Donc on s'est pas encore vraiment projeté. Maintenant, ce qui est sûr, ça moi j'en suis absolument persuadé, que pour nourrir le terreau familial, vraiment la cohésion entre nous, il faut avoir des projets. Voilà, il faut avoir des projets. Et donc, quel qu'il soit, il y en aura un l'année prochaine. Je crois qu'il sera plus modeste, parce qu'on va pas à chaque fois grignoter sur la rentrée scolaire. Mais voilà, un projet de 2 semaines d'itinérance à pied, peut-être quelques jours à vélo. On verra. Et puis, de toute manière, l'année prochaine, Colline, elle sera en humanité, donc... En secondaire. Ouais, voilà, en humanité. Alors, en France, ça correspond à la 5e, mais donc c'est... comme si c'était l'entrée au collège, parce que donc elle change. Voilà, le primaire dure 1 an de plus en Belgique. Oui, donc là, il faudra peut-être pas grignoter sur la rentrée. Colline, elle sera peut-être pas d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas partir 2 mois pour vivre des aventures. Exactement, c'est ce que si tu le disais pas, j'allais le dire. C'est vrai. Bon, c'est génial. Écoute, un grand merci à tous les deux. Je vois que Chloé a très envie de gigoter sur sa chaise. C'est un petit peu long. Oui, tout à fait. J'avais bien briefé, mais voilà, inévitablement, 1 heure, c'est pas mal. Ouais, mais non, t'as très bien briefé, hein. Bravo Chloé. Merci, merci à tous les deux pour votre retour d'expérience. C'était très chouette. Franchement, ces messages d'espoir, j'ai envie de dire, ça fait du bien, quoi, d'entendre un si beau récit. Merci beaucoup. Merci à toi, Floriane, parce que l'air de rien, Parents Voyageurs a été le détonateur, la symbolique en passant par chez toi, et puis maintenant l'atterrissage en bouclant la boucle. Ouais. Vraiment, merci à Et toi. Franchement, moi, j'étais super heureuse de rencontrer en vrai des invités du podcast. C'était la première fois pour moi. Donc, c'est super chouette finalement parce que c'est des rencontres virtuelles, tout ça. Mais en fait, vous et nous, on est des vrais gens. Et donc, c'est super sympa de se rencontrer en vrai. On a vraiment passé un bon moment. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu parce que ça a vraiment la générosité. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ou tous ceux qui nous ont encouragés, parce que rien que ça, les bravos, félicitations, les petites pauses biscuits où les gens venaient à nous pour nous demander ce qu'on faisait et féliciter les enfants, tout ça, c'est voilà. Et ils sont très très nombreux, les personnes comme ça. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Un grand merci et à bientôt. Merci Floriane, à bientôt. Salut Chloé. Encore une fois, un immense merci à Olivier et Chloé pour leur témoignage, pour le temps qu'ils m'ont accordé. C'était vraiment un plaisir de clôturer un petit peu leur projet ensemble. C'était vraiment chouette. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'était un plaisir de les rencontrer cet été et de les accueillir à la maison. On a vraiment passé des bons moments. Et je trouve que cet épisode, en cette fin d'année, fait du bien et nous rappelle que les gens sont gentils. Voilà. On n'est pas forcément dans un monde de bisounours, mais je dois dire qu'en enchaînant l'épisode avec Laetitia et l'épisode avec Olivier et Chloé, mais écoutez, on est dans une petite dynamique feel good et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous rencontrez des belles personnes sur votre chemin et que d'autres belles surprises vous attendent. Je vous souhaite au passage de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite de beaux projets pour l'année 2024. Et bien sûr, si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le commenter, à lui mettre des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez sur votre plateforme d'écoute. Bien sûr, je le dis pas très souvent, mais pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, comme ça vous serez avertis quand un nouvel épisode est diffusé. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire en cette fin d'année.
Je vous remercie immensément pour toutes vos écoutes et vos partages et vos commentaires et toutes les discussions qu'on peut avoir ici ou là. C'est un réel plaisir. Encore merci et à bientôt.